Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la Tanzanie et l'Ouganda. Les deux pays ont signé un accord dans le domaine de la sécurité, un accord en vue de sécuriser la construction du pipeline est-africain. La visite du vice-président de la Banque européenne d'investissement au Cameroun, un déplacement durant lequel Thomas Ostros a notamment pu inspecter le chantier du projet hydroélectrique de Nachtigal. Et puis le lancement de la plateforme Journalisme et Éthique Congo. Son objectif, promouvoir une pratique qualitative du journalisme tout en formant les professionnels de ce secteur. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le bras de fer se poursuit entre le syndicat des enseignants du Togo et le gouvernement. Le SET a décidé d'interpeller l'Organisation internationale du travail pour que, je cite, « justice soit rendue aux membres du syndicat qui ont été abusivement licenciés alors qu'ils faisaient grève ». Pour ce faire, le syndicat dit avoir engagé 5 avocats. Ces membres sont accusés d'incivisme notoire notamment, mais aussi d'incitation à la violence, à la désobéissance et à la révolte. Des accusations fermement contestées par le SET qui affirme être victime d'excès de pouvoir. La Tanzanie et l'Ouganda renforcent leur coopération bilatérale. Les deux pays ont scellé un accord relatif à la sécurité de l'oléoduc qui doit acheminer le brut ougandais vers un port tanzanien. Avec cet accord, les deux États s'engagent à partager des renseignements de façon à lutter plus efficacement contre tout type de menaces, le terrorisme notamment, mais aussi les cyberattaques. Les précisions de Joël Vallot. L'Ouganda et la Tanzanie ont signé un protocole d'accord sur la coopération et la sécurité de l'oléoduc. Cet accord met en avant la nécessité de conclure le cadre de coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays sur l'opérationnalisation du comité de sécurité intergouvernemental pour le projet d'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est. Cet accord met en place un cadre juridique original de mutualisation des forces de sécurité et d'opérationnalisation de ces forces pour la protection de cet ouvrage économique qui est de nature à attirer les terroristes. On sait bien que les terroristes sont attirés par les gisements de matières premières et les infrastructures de transport de ces matières premières, notamment les oléoducs. En mettant en place un tel cadre, cela peut être un modèle ou une source d'inspiration pour beaucoup d'autres pays de la région qui ont en commun des ouvrages de protection économique. Avec cet engagement, les deux gouvernements entendent partager des informations et des renseignements, travailler conjointement pour faire face au terrorisme, à la cybersécurité, au trafic d'armes. Si nous arrivions effectivement à activer le mécanisme notamment de sécurisation, de traçabilité des armes à feu dans la zone, il est évident qu'on pourra assister à un recul significatif de la part des attaques terroristes en vue de sécuriser les investissements internationaux. Mais ce qui est important de comprendre, il s'agit d'une guerre asymétrique. Ces mouvements terroristes restent des mouvements tout à fait imprévisibles qui à tout moment peuvent ressurgir dans le néant et dans l'incertitude. En Tanzanie comme en Ouganda, le terrorisme reste une menace majeure nécessitant des efforts et des mesures conjointes et proportionnées. Rappelons que depuis quelques années, l'Ouganda et la Tanzanie renforcent leur implication dans la lutte contre le terrorisme au niveau de leurs frontières et notamment avec le Mozambique. Dans l'actualité également, la Zambie entend solliciter ses créanciers internationaux pour obtenir une réduction de sa dette. Une information divulguée par le président Hakainde Hichilema ce lundi 9 mai. Le chef de l'État espère ainsi bénéficier d'une annulation partielle de près de 32 milliards de dollars de dette. Pour la maîtriser, il estime que son pays doit cesser d'avoir recours à l'emprunt. Rappelons que la dette publique du pays avait atteint à la fin 2020 120% du PIB selon le Fonds monétaire international. Il était en visite au Cameroun. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Thomas Ostros, est venu apporter son soutien au secteur privé camerounais. Au programme de son déplacement notamment, une visite sur le chantier du projet hydroélectrique de Nachtigal. À ce propos, la première turbine de la centrale devrait être mise en service en 2023. Reportage de notre correspondant Sylvain Gildas.
Au programme de sa visite de 4 jours en terre camerounaise, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Thomas Ostros, s'est rendu sur le chantier du barrage hydroélectrique de Nachigal à l'effet de toucher du doigt le niveau d'avancement des travaux de l'infrastructure, fruit de la coopération entre l'État du Cameroun et ses partenaires techniques et financiers dont la Banque européenne d'investissement. Nous sommes particulièrement heureux de faire partie de ce projet qui va permettre à environ 6 millions de Camerounais d'avoir accès à de l'énergie renouvelable dans la décennie à venir. Et ça, c'est très important. Le chantier, dont la portée socio-économique est annoncée comme sans précédent, générera à terme 420 MW d'électricité pour desservir les villes du Cameroun grâce à 7 turbines de 60 MW chacune, résorbant ainsi en partie la difficulté d'accès à l'électricité que connaissent certaines localités. Le niveau d'avancement des travaux est estimé à environ 60% globalement. Cet ouvrage va effectivement permettre d'établir l'équilibre entre l'offre et la demande dans le secteur de l'électricité. La construction de l'ouvrage, ça ne suffit pas parce qu'il faudrait qu'il y ait les ouvrages qui devraient permettre que cette énergie soit injectée dans le réseau, construire des lignes associées à partir de Nyom 2 jusqu'à Yomaban, à partir de Nyom 2 jusqu'à Ngousso. Ce sont ces ouvrages qui vont permettre d'assurer l'évacuation de cette énergie et de l'amener donc auprès des ménages. La mise en service des premières turbines de Nachigal, qui se veut être la plus grande infrastructure en matière de production électrique au Cameroun, est prévue pour mi-2023 et pour l'opérationnalisation totale, il faudra attendre mi-2024. C'était en octobre 2020, le Conseil des ministres au Gabon avait validé un projet de décret relatif à la création de 5 zones agricoles à forte productivité, et ce dans le but d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Près de 2 ans plus tard, 600 parcelles ont été attribuées à des coopératives agricoles notamment, mais aussi à des exploitants locaux. Philoméntine. 600 parcelles s'étendant sur 75 000 hectares ont été attribuées en 2 ans dans 5 zones agricoles à forte productivité au Gabon. Le pays a ainsi entrepris un plan d'envergure qui passe par la décentralisation de l'agriculture et par un fort accompagnement des exploitants et coopératives à travers tout le pays. Après 2 ans, on ne pourrait pas encore tirer un bilan aussi promoteur que l'auraient voulu les autorités dès le départ, mais on peut reconnaître qu'un pays qui dépend du secteur agricole rien que pour 3,8% de contribution au PIB, un pays qui a un potentiel de développement agricole l'un des plus importants de l'Afrique centrale, mais qui n'en bénéficie pas. L'avantage des ZAP est de créer une certaine révolution chez les jeunes dans les zones rurales où la majorité de la population dépend encore des importations des produits agricoles. C'est en 2020 que le projet de création des zones agricoles à forte productivité a été lancé au Gabon. Ce programme consacre des parcelles sécurisées et cadastrées dont les superficies vont de 1 à 1000 hectares. Pour que le Gabon profite de façon efficiente de cette production agricole dans les secteurs des zones économiques à forte productivité, il faut que le pays cesse de penser au pétrole. Parce que le pétrole a créé un désastre qu'il est difficile d'éradiquer rapidement. Mais je pense qu'à moyen et à long terme, les autorités auront le bénéfice de diminuer les importations de produits agroalimentaires au Gabon. Le Gabon projette à l'horizon 2025 de produire localement plus de 50% de sa consommation alimentaire. Cette mesure devrait permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et d'exploiter le plein potentiel de son secteur agricole pour soutenir son économie. Promouvoir une pratique qualitative du journalisme tout en assurant la défense des droits et la protection des journalistes, c'est la principale mission que s'est donnée la plateforme Journalisme et Éthique Congo, présentée à Brazzaville le 2 mai dernier. L'instance propose également des formations spécifiques aux professionnels du secteur. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. La nouvelle organisation de promotion d'un journalisme de qualité intitulée Journalisme Éthique Congo défendra et protégera les droits des professionnels de l'information et de la communication. GEC a été rendu opérationnel afin de rappeler les journalistes au respect des règles qui régissent leur profession. Le souci, c'est de faire en sorte que notre métier soit réellement bien appliqué. Que ceux qui consomment l'information, que ceux qui créent des événements ne trouvent pas en nous
des matières toujours à critiquer, le manque de pertinence dans ce que nous faisons. Alors que parmi nous, et nombreux d'ailleurs, je crois, ont été formés, ont reçu des formations théoriques à l'université et ont cette compétence donc de collecter, de traiter et de diffuser l'information. L'organisation Journalisme et Éthique Congo est une initiative des journalistes congolais. Ces derniers ont constaté que la plupart des organes de presse n'investissent quasiment pas dans la formation des agents. C'est ainsi que l'un des défis de cette plateforme sera le renforcement des capacités des journalistes par des formations dans un environnement évolutif. Tout ce que nous disons doit passer par la formation. On ne dit pas aux gens ne travaillez pas, ne faites pas ceci, mais nous allons mettre en avant la formation. Et la particularité pour nous, c'est que chaque fois qu'un journaliste qui fait son travail, je dis bien de façon professionnelle qui fait son travail, la particularité pour nous, c'est que nous prendrons position. Les autres organes, je ne sais pas s'ils prennent des positions, nous on prendra position. La plateforme Journalisme Éthique Congo a déjà commencé des descentes auprès des autorités politiques et des partenaires. Elle promet de veiller de façon permanente au maintien d'un climat serein avec ces institutions, notant que la pratique réglementaire et le respect des droits des professionnels de l'information et de la communication demeurent son cheval de bataille. L'un a marqué les esprits de par sa remarquable carrière, l'autre continue de briller sur le terrain. Coup de projecteur sur deux figures du basketball nigérian. Hakeem Olajuwon et Giannis Antetokounmpo ont tous deux fait sensation au sein de la NBA. Leur portrait avec José Douglas. Giannis Antetokounmpo, né en Grèce, qui a marqué les esprits et rejoint sur les parquets américains par Charles Bassey, qui évolue aux côtés de Joel Embiid à Philadelphie. Le Nigeria a eu pour premier représentant au sein du basket américain, né à Lagos en 1963, qui a commencé le basket à 17 ans, alors qu'il voulait être footballeur et gardien de but. Des joueurs nigériens où on en trouve sur tous les continents. Bien sûr, il y a des joueurs nigérians un peu partout en Europe, surtout en France, en Italie, en Espagne. Il y en a un peu partout, ce qui est bien parce que ça permet de montrer que son pays est aussi bien accueilli au niveau du basket mondial. Retour sur Olajuwon, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket, et finira sa carrière avec 2 titres de champion, 1994 et 1995, 12 sélections aux All-Star Games. Le basket nigérien est en pleine ascension et a du potentiel. Parlons aussi de Masai Ujiri, né en 1970 à Zaria, au Nigeria, grand dirigeant du basket aux États-Unis, manager général des Raptors de Toronto. Après l'Afrique du Sud et le Sénégal, la NBA Africa a renforcé son implantation en Afrique en posant ses valises à Lagos, au Nigeria, 3e bureau de l'antenne africaine de la NBA. Évidemment, le basket nigérian progresse. Le Nigeria est un grand pays de basket et de compétition. Il y a beaucoup de joueurs en NBA, en Euroleague, de grandes divisions qui feront grandir l'équipe nationale. Maintenant, j'espère que ce sera une grosse équipe qui jouera pour la médaille aux Jeux Olympiques un jour. Le Nigeria a pour mission d'assurer le développement commercial de l'NBA, de promouvoir les initiatives de la Ligue et la pratique de ce sport chez les jeunes. La mise en place de la balle représente aussi un formidable axe de développement pour le basket nigérian grâce à la présence des Rivers Hoopers, équipe nigériane basée à Rivers State. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.